Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Pour votre confort, cet épisode a été séparé en 2 parties. Ceci est le début de la 2e partie. Alors comment on fait pour... parce que tu parlais de biomimétisme, donc le biomimétisme, c'est, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le terme, c'est s'inspirer de la nature pour créer des choses. Typiquement, il y a tellement de trucs, mais moi l'exemple qui me vient tout de suite, c'est le velcro, mais bon, il y en a, ça n'a rien à voir avec les planctons pour le coup, je pense. Mais... Les planctons forment des adhésifs assez intéressants qu'on utilise d'ailleurs pour s'accrocher à résister au courant. Sur le biomimétisme, les planctons, c'est hallucinant. Ils produisent de l'hydrogène, ils produisent du verre. On va pouvoir imaginer un nombre de choses. Voilà, absolument en termes de médecine aussi, même en termes d'accroche. En fait, on utilise les accroches des diatomées pour résister à la pression et au courant sont extrêmement intéressantes dans leur frustule, donc dans leur coquille. Et en fait, on utilise ces accroches-là, c'est pour les avions ou pour les navettes spatiales. En fait, on s'inspire de leur manière de se mettre ensemble pour s'accrocher, pour créer des matériaux très résistants. Mais alors, comment on fait pour maximiser? Est-ce qu'on peut utiliser à notre avantage les planctons? Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut préserver les communautés existantes. Il faut comprendre. En fait, quand on fait quelque chose dans l'océan, quand on balance quelque chose dans l'océan, en fait, on s'en fout actuellement. On se dit que l'océan c'est grand et que ça va aller. Pas du tout. Il faut se dire qu'est-ce qui va se passer avec nos planctons, parce que si on les affecte, ça va très très mal se terminer. Et parallèlement, si on les favorise, ça peut bien se terminer. C'est-à-dire qu'il y a un grand débat sur la gestion du climat avec l'océan, par exemple. On sait que ce qui limite la prolifération des gentils planctons, des diatomées et des coccolithophores, donc qui séquestrent le carbone, c'est le fer. Donc il y a de plus en plus de gens qui disent on n'a qu'à semer du fer dans l'océan, et puis ça va refroidir l'atmosphère, puisque le plancton va proliférer, il va absorber le carbone, il va l'enfouir au fond des océans. Quand il y a un bateau qui coule, c'est... Ouais, techniquement, ouais. Il y avait un gars qui disait donnez-moi un conteneur de fer, un grand scientifique, et donnez-moi un conteneur de fer et je vous donne une ère glaciaire. Et il y a des expérimentations qui ont été faites. L'ONU a aujourd'hui voté un moratorium pour interdire ces expérimentations, parce que on avait des gens qui commençaient à se dire on va créer des crédits carbone, on va balancer du fer dans l'océan, avoir des crédits carbone de malade et faire fortune avec ça, ce qui est pas forcément une bonne idée, parce que quand on balance du carbone dans l'océan, faut savoir quelle va être la conséquence derrière. Est-ce qu'il y aura pas des proliférations de virus? Est-ce qu'il y a pas y avoir un déséquilibre qui va se passer? C'est une machine très 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 complexe, l'océan. Donc jouer aux apprentis sorciers, ça s'appelle la géo-ingénierie. Mais il y a encore beaucoup de gens, y compris par les scientifiques, qui veulent arrêter ce moratorium de l'ONU et autoriser la fertilisation par le fer des océans pour amoindrir le réchauffement climatique. Il y en avait un ces apôtres qui me disaient mais de toute façon ok, quand on est dans une voiture à 100 km/h, tu me dis tire pas le frein à main, c'est dangereux. Je sais que c'est dangereux de tirer le frein à main, mais aujourd'hui on est dans une voiture à 100 km/h qui va droit dans un mur et il y a plus de frein. Faut tenter le frein à main parce qu'on n'a pas d'autre choix. C'est la situation avec le climat. Donc voilà, il y a ces débats là qui sont de dire comment favoriser les types de plancton qui peuvent nous aider. D'autres pensent à relâcher, avec ces développements de marées d'algues invasives, à relâcher des virus dans l'océan qui vont gérer ces planctons qu'on n'aime pas pour les éliminer. Alors après, relâcher des virus OGM dans l'océan, ça fait peur à tout le monde quand même. Ouais. On a d'autres planctons assez fabuleux qui vont être des parasites, qui vont envahir ces planctons qu'on n'aime pas et en faire des planctons zombies. C'est les nouveaux qui sont encore vivants, mais c'est des histoires terribles. Mais donc voilà. Donc l'idée, c'est comment on peut surtout contrôler l'impact qu'on a sur notre environnement et sur les écosystèmes et le comprendre. Aujourd'hui, le plancton, c'est une boîte noire. On ne comprend pas. La Terre, le système Terre, est un jeu dont on ne maîtrise pas les règles. Parce que l'essentiel est géré par des micro-organismes qu'on ne connaît pas et dont on ne sait pas comment ils fonctionnent. Encore une fois, ça fait 10 ou 20 ans qu'on commence à le comprendre. On va prendre un exemple. Je travaille beaucoup avec Tara, qui est une grande expédition qui a été mesurer le plancton, essayer de comprendre le plancton. Ils sont partis il y a 20 ans, on connaissait 40 virus dans l'océan. 40. Aujourd'hui, on en connaît 1,5 million, 20 ans plus tard. 97% des gènes marins ont été découverts dans les 20 dernières années.
Aujourd'hui, on a 150 millions de nouveaux gènes qui ont été découverts depuis 10 ans. Notre corps humain, c'est 20 000 gènes. Donc 150 millions, c'est vraiment beaucoup. On a des centaines de milliers d'algues, de champignons qui sont découverts. Tout est encore à découvrir. C'est vraiment un monde encore à découvrir. Et ce qu'on les a découverts, mais ça veut pas dire qu'on comprend ce qu'ils font et à quoi ils servent du tout. Donc il va falloir les interactions entre eux. C'est abyssal. C'est abyssal, exactement. C'est le terme. Donc tout ça, il va falloir le comprendre. Et ça explique l'explosion complète de publications scientifiques sur le plancton depuis 10 ans, parce que les outils d'aujourd'hui nous permettent de le comprendre. Et ça, c'est assez fascinant. Et pour la prochaine génération, c'est une fantastique source d'espoir et d'optimisme. Parce que si on comprend ça, on comprend le système Terre, on comprend la biologie planétaire. Et le plancton, c'est ce qui avait inspiré Lovelock pour l'hypothèse de Gaïa, par exemple. C'est-à-dire que Lovelock, c'est celui qui a inventé l'hypothèse Gaïa avec Éline Margulis, un grand scientifique anglais, un philosophe, dire voilà, l'organisme Terre, c'est global, c'est un vaste organisme qui s'auto-régule. Et nous, on fait partie de cet organisme. Et il avait noté ça parce qu'il avait remarqué que quand la planète se réchauffait, le plancton produisait du soufre. Il faut savoir que le plancton produit la pluie aussi. Donc, parce qu'il émet un gaz, le DMS, qui va faire qui va permettre aux molécules d'eau de se réunir, de se condenser et de créer des nuages et donc de pleuvoir. Oui, c'est ce qui explique que en Namibie, à la même latitude, on a la Namibie qui est un grand désert et le Brésil qui est une belle végétation et l'Amazone, parce que les vents ils vont vers l'ouest, donc ils emmènent ce gaz au Brésil et ils en privent la Namibie. C'est pour ça qu'on a un grand désert en Namibie et une forêt au Brésil. C'est les vents qui transportent ce gaz. Donc Lovelock avait remarqué et c'est ce qui a débuté l'hypothèse Gaïa, que ces planctons savaient, quand le réchauffement climatique arrivait, produire plus de DMS pour maintenir la Terre à un niveau de température à peu près équilibré. Donc en fait, il y a un mécanisme d'autorégulation au niveau du plancton qui maintient la vie sur Terre telle qu'elle est en fait. Donc c'est ce qui connecte tout en fait. C'est ce qui connecte tous les écosystèmes entre eux. Il est présent partout parce qu'on parle de l'océan, mais il est extrêmement présent dans l'eau douce, dans les rivières, dans les flaques d'eau, dans n'importe quelle pluie, humidité, etc. Donc il est vraiment vraiment partout quoi. Alors du coup, est-ce que les organismes, je pose des questions bêtes, mais les organismes vivants sur la Terre, par exemple les champignons, tu vois, auxquels qui apportent énormément aux vivants, ça c'est pas des planctons, on est d'accord, c'est plus des planctons. C'est des descendants de plancton. On est tous des descendants de plancton. Voilà. En fait, à la base, tout le vivant. Ce qui s'est passé, le plancton a inventé la photosynthèse il y a 2,5 milliards d'années. Il a inventé la multicellularité, qui a été l'autre énorme innovation de rupture du vivant, c'est de se dire on va se réunir ensemble, on va spécialiser nos cellules pour faire des choses incroyables. Et il lui restait une dernière étape, on va dire, pour accomplir son rêve. C'est pas son rêve, on est dans le créationnisme là, mais pour accomplir sa destinée, en tout cas, c'était de conquérir la Terre. Donc il a sélectionné un commando de plancton, donc des champignons et des microalgues qui ont créé ce qu'on appelle les lichens, et qui ont été envoyés sur Terre, avec un peu d'aide de bactéries, d'archées et d'autres, qui ont été envoyés sur Terre pour végétaliser la planète, puisqu'à l'époque, on est sur une Terre extrêmement aride, où on ne sait pas respirer l'oxygène, il fait très chaud par rapport à l'océan, avec des variations de température très fortes entre le jour et la nuit. Enfin, c'est invivable pour la vie de l'époque. Mais les lichens qui sont des organismes incroyablement résistants, les lichens c'est moins 200 degrés ça survit, 90 degrés ça survit, vous le balancez 15 jours dans l'espace, ça survit, c'est un truc de dingue les lichens. Et donc les lichens, c'est une symbiose entre des champignons et des algues. Donc les champignons vont maintenir l'algue dans un environnement aqueux, ils vont envoyer leurs racines dans les roches pour récupérer les nutriments. Les algues vont créer de la matière à partir du soleil et donc nourrir les champignons, et donc on a une association comme ça qui se met en place, extrêmement apte à conquérir la Terre. Une fois que le lichen est sur place, les bactéries peuvent arriver, les microbes, et puis les plantes, et puis la cavalerie, les animaux, etc. Tout est en place. Et donc ces champignons, c'est des descendants de plancton, comme tout le reste. En effet, tout ce qu'il y a sur Terre, c'est des descendants de plancton qui sont arrivés là et qui ont colonisé l'espace terrestre et qui ont muté et qui ont évolué à travers toute l'histoire de l'évolution. Et alors, tu as des lunettes en plancton? Ouais, ça c'est partie des innovations. En effet, ce sont des premières mondiales. C'est des lunettes en plancton, puisque le plancton, comme nous, on fait
des réserves de graisse, ben lui il fait une réserve de PHA, donc qui est très proche, qui crée un polymère qui est très proche de ça en fait. Donc certaines bactéries. Vous pouvez les voir sur YouTube si vous regardez la vidéo. Voilà. Mais évidemment, on peut pas. La question, c'est pas juste de faire des lunettes. Enfin, en fait, quand je t'écoute, je me dis, en fait, mais comme je t'avais écouté la dernière fois, je me disais, putain, merde, dans l'algue, il y a des tonnes de trucs à aller chercher, en particulier beaucoup de nourriture, que les gens, enfin, et t'as raison, les Japonais le font beaucoup plus que nous, mais pas de manière non plus très dense, finalement. Le plancton, ça va être la même chose, en fait. On va trouver de la nourriture. Alors, la spiruline, on connaît, la chlorelle, on a essayé de nourrir les États-Unis avec la chlorelle dans les années 50. Ça a été, les microalgues, en général, sont perçues comme une extrêmement bonne source de nourriture, notamment de protéines. On est sur des taux de protéines qui peuvent aller à 70%. On ne rend pas compte le soja, c'est 25. Ah ouais. C'est 70% de protéines qu'on consomme aujourd'hui, en Europe en tout cas, et c'est 25% de protéines par poids sec. Donc sur les microalgues, on est à 70 avec des taux de rendement qui sont 10 fois supérieurs à l'hectare. 10 à 30 fois supérieurs même, selon les conditions. Donc on a des potentiels de création de protéines qui sont énormes, on a des potentiels de création de lipides qui sont bien supérieurs à l'huile de palme, de l'huile donc, et on a des choses qui peuvent être extrêmement bonnes. On a Angel Leon qui est un 3 étoiles au guide Michelin à Séville, qui s'est rendu célèbre par son plancton marino, qui est un mariné, enfin qui est une sauce de plancton en fait, qui apparemment est succulente. J'ai pas eu l'occasion de la goûter encore, mais celle-là, c'est ce qui l'a rendu célèbre à travers le monde. La spiruline, on sait à quel point c'est bon. Enfin, depuis les Aztèques, il faut savoir que il y avait un empereur aztèque qui adorait le poisson, mais qui vivait très loin de la mer, qui vivait à 300 km de la mer, donc il filait à ses esclaves de la spiruline pour qu'ils aillent chercher du poisson et qu'ils le ramènent très vite, pour qu'il soit encore frais en fait, pour qu'il court très vite jusqu'à lui ramener son poisson. Et donc la spiruline aujourd'hui, c'est tous les grands sportifs en prennent, hein. Benzema, Ronaldo, Messi ont avoué se doper à la spiruline, donc c'est un super organisme. Au Tchad, c'est pareil, depuis des générations, on a de la spiruline. Donc il y a un ensemble de nourriture on pourra imaginer des biocarburants à terme sans doute. Aujourd'hui, il y a eu un avion qui a volé avec de l'essence de plancton, avec les taux de lipides très élevés et de carbone assez importants, beaucoup plus que les macroalgues. On pourra avoir du plancton producteur de carburant. On va surtout utiliser le plancton pour nettoyer, pour faire de la biorémédiation. Aujourd'hui, une grande partie des planctons sont utilisés dans l'assainissement des eaux, dans les stations d'assainissement, pour filtrer notamment et pour récupérer l'azote et les phosphates. Ce qui est intéressant, et parce qu'on va pouvoir recycler ces composés. Donc au lieu d'acheter de l'azote et d'acheter du phosphate, on va le récupérer dans les planctons et les réutiliser. Donc revaloriser ce qui aujourd'hui est considéré comme un déchet. Mais du coup, enfin, ce qui est assez incroyable, c'est que le plancton, ça se régénère de manière infinie. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de risque de rupture de stock, on va dire. Non. Ça, non. Ouais. Il peut y avoir par contre des remplacements. Oui, voilà, de population. Ouais. De population parce qu'on maîtrise pas très bien les flux. Après, encore une fois, on sait peu de choses, donc il est délicat d'être définitif. Peut-être il va baisser globalement d'un seul coup et que on sait pas vu qu'on sait peu de choses, mais en effet, il est très productif. Ouais, ça c'est sûr qu'il est très productif. Et alors, comment ça se fait que le capitalisme ne s'est pas intéressé un peu plus au plancton et aux algues ? C'est étonnant parce qu'en fait, tu te dis, attends, les algues, c'est la super bouffe. On le sait depuis super longtemps. Moi, je prends pas de spiruline. Bon, c'est des microalgues, c'est pas de l'algue. Mais c'est des microalgues. Non, mais il y a d'autres choses. Hein. Il y a la médecine aujourd'hui, la cosmétique. Dans toutes les crèmes, il y a du plancton. Enfin, on sait bien que dans toutes les crèmes, il y a anti-âge et il y a la fameuse beauté, crème sans faire de pub, la mer. Oui, Biotherme, voilà. Ouais. Biotherme, qui est une histoire aussi, c'est du plancton. Biotherme, enfin toutes ces crèmes, toute cette cosmétique, et au niveau médical aussi, c'est énorme. Tout ce qu'il y a comme potentiel d'innovation. Donc après, le problème, c'est que c'est complexe et qu'on sait pas bien le faire pousser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut pas le faire pousser en milieu ouvert parce que donc on le fait pousser dans des tubes de verre, en fait, dans des turboréacteurs ou dans des grands bassins éclairés. Donc ça reste assez coûteux. Ça reste une culture terrestre pour l'instant. Peut-être qu'un jour on aura des drones qui permettront d'utiliser les millions de tonnes de plancton qui flottent dans l'océan, parfois en excès, et pour en faire quelque chose. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a vraiment, on est au tout début d'une histoire. Et moi, je crois, et c'est pour ça que j'ai fait ce manifeste. Je crois que le 19e siècle, avec Darwin, avec Haeckel, avec tous les grands botanistes de l'époque, on est parti, on a traversé la planète, on est parti à la découverte du vivant, mais du vivant visible. Donc on a fait des progrès dans la biologie visible.
et l'invisible est resté complètement inconnu. Bah oui, c'est ça. Et le 21e siècle, aujourd'hui, il offre ce champ d'exploration dément et ces grandes expéditions qui vont pouvoir se tenir pour découvrir le monde invisible. Et ce monde invisible, il tient tout le reste. Il connecte tout. Il est Gaïa. Il est ce qui fait les règles du système. Et donc, si on comprend ça, eh ben, on comprendra comment vivre en cohérence avec notre environnement, comment l'impacter le moins possible, comment le recycler le mieux possible, comment créer un cycle régénératif et pas être dans une espèce de prédation et de pollution. Destruction. Et de destruction. Qu'est-ce que donc en fait c'est plein d'espoir aussi. Ah mais c'est une forme c'est une fantastique source d'espoir, le plancton, avant tout, parce que tout est à découvrir, donc c'est un champ du possible qui est quasiment infini. Donc c'est génial. Donc en fait, on peut ne pas mourir dans 100 ans. Ah mais non, moi je suis absolument confiant qu'on va trouver plein de solutions. Il faudra faire des changements d'attitude et il faudra quand même être raisonnable et aller vers plus de sobriété, hein, ça n'empêche pas. Mais il y a plein de solutions, notamment dans l'océan, où il y a tellement de choses qui sont encore à découvrir. C'est absolument dément. Et donc si on prend pour les gens qui nous écoutent et qui s'intéressent quand même à leur santé, tu conseilles de manger quoi comme algue? Parce que donc la spiruline, c'est pas une algue. Mais c'est bien d'en manger, pourquoi? Mais c'est du plancton. Bah, en fait, ça va être extrêmement riche en protéines, ça va être un antioxydant très 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 fort. Il y a un ensemble de bénéfices par rapport au stress, au diabète, qui sont, enfin, c'est vraiment assez incroyable les vertus de la protéine, de la spiruline. On va avoir la chlorelle qui va être dans la même veine avec des taux de vitamine B12 extrêmement importants et vitamine B12 a fortiori si on est végétarien on en manque. Donc ça c'est intéressant. Et on va trouver tout ce qui est EPA, DHA aussi, les acides gras polyinsaturés, donc ces oméga 3 à longue chaîne qu'on appelle, qui sont présents que dans l'océan. Et ça il y en a beaucoup. Dans le plancton, on va trouver de l'astaxanthine qui est aussi une super molécule qui régénère les yeux, régénère la peau de façon extrêmement efficace. On parle de molécules qui aujourd'hui sont commercialisées à environ 5000 € le kilo. Hein. Donc ah oui, non, des choses qui voilà. Donc ça existe quand même. Vous en trouvez dans le capitalisme l'a quand même saisi. Il y a des petites sociétés qui font ça, mais on sait encore mal le créer, quoi. On sait encore pas bien l'utiliser, mais vous en trouvez dans tous les magasins bio, ce genre de choses. Oui, vous pouvez acheter de la spiruline a fortiori, mais aussi de la chlorelle, voire de la staxanthine ou ces choses-là. Ces microalgues, voilà, il y a des vertus. On en cultive 20 sur des millions, donc il y a encore tout à découvrir aussi. Mais ceux qu'on connaît, elles ont des vertus assez exceptionnelles qui sont avérées depuis des siècles et des siècles. Encore une fois, on parle des Aztèques et des ancêtres du Tchad. Donc du coup, parce que tu sais, je sais pas si t'as suivi en France, on va recevoir ce petit livret en cas de guerre, nanana, je sais pas. T'as pas suivi. Donc bon, ça va arriver. En tout cas, j'ai entendu parler de ça. En fait, ce qu'il faudra emmener dans sa cave, entre guillemets, c'est des planctons. Mais évidemment. Des planctons, des microalgues. Mais en fait, l'utilisation des microalgues et des planctons a commencé dans les tranchées à Verdun par les Allemands. Dans les années 14, qui ont cultivé de la chlorelle parce qu'ils savaient que c'était très facile à cultiver, que ça avait une grande productivité, que ça nourrissait très bien. Dans les années 50, les États-Unis se sont fait une grande flip parce qu'ils se sont dit on n'arrivera jamais à nourrir tout le monde. C'était avant de réaliser que les innovations de la guerre avaient permettraient en tout cas des avancées dans la technologie et dans les rendements assez importants et dans la mécanisation. Donc ils se sont dit mais on pourra jamais nourrir tout le monde, il va falloir qu'on invente autre chose. Et il y a eu des très très grands ambitions, des grands développements qui ont été faits dans la culture de microalgues aussi à l'époque. Donc oui, c'est sûr que c'est une ressource qui pousse très vite, qui est ultra nutritive. Après faut trouver, mais là encore elle est nourrie avec nos déchets. Il y a des murs de microalgues qui sont créés aujourd'hui à Singapour pour assainir l'air par exemple, qui va capturer le carbone, ou des piscines de spiruline qui sont mis sur les toits des hôtels à Bangkok, où les hôtels avec la climatisation, le carbone qui sort de la climatisation va alimenter ces piscines de spiruline en carbone. Spiruline, ça donne carbone. Avec la chaleur, ça va proliférer, et donc voilà. Et donc on revend cette spiruline en marché local dans les. Non, mais voilà. Donc la pollution génère de la spiruline qui elle-même nous permet de. Il y a pas de pollution. Il y a que des bioressources non utilisées en fait. Quand on sait pas comment utiliser une bioressource, on appelle ça de la pollution parce que ça va s'accumuler, ça va dégrader. Alors les microplastiques peuvent être dégradés par les planctons. Et surtout, ils peuvent être remplacés, mais il y a même des planctons qui savent dégrader les microplastiques. Et donc, on pourrait utiliser, ou des champignons planctoniques en tout cas, qui sauraient faire ça. Est-ce qu'on appelle les polluants éternels, par exemple? Les planctons savent récupérer les métaux lourds aussi. Ils vont même récupérer l'or et l'argent. Enfin,
Les polluants internationaux, je sais pas, mais faudrait aller au cas par cas sûrement là-dessus. Oui, puis en fait, ce que tu disais, en fait, on n'a pas suffisamment creusé. En fait, on n'en sait rien. On connaît rien. Donc, ce qui est sûr, c'est que la vie, elle s'est maintenue et qu'elle a appris à évoluer avec tout ce qui existe sur Terre. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, recycler les éléments avec le plancton, c'est le principal potentiel. Et on peut tout imaginer, encore une fois. Et c'est intéressant ce que tu disais, parce qu'effectivement, quand on pense à l'océan, on pense aux mammifères, aux baleines, on pense aux poissons, on pense aux gros trucs qu'on voit, tout simplement. Et le meilleur moyen de les sauver, c'est de sauver le plancton. Ouais, en fait, les baleines aujourd'hui, la chasse à la baleine est interdite partout, elles continuent de disparaître parce qu'elles meurent de faim. On voit ces dizaines de baleines qui s'échouent en Californie parce qu'elles sont affamées, alors que l'essentiel finit au fond des océans, donc c'est qu'une partie immergée de l'iceberg, ces baleines affamées en Californie, elles ont juste plus de plancton. Donc en fait, si on veut protéger les baleines, alors il est important de limiter au maximum les résidus de chasse dans le monde, mais elles meurent beaucoup plus de faim que de chasse, les baleines aujourd'hui. Donc s'intéresser à comment les nourrir, ce krill dont tu parlais, qui est un type de microcrustacé qui est assez fabuleux aussi, hein. Il y a deux zooplanctons populaires, c'est le krill et le copépode. Le copépode, c'est pareil, c'est omniprésent, c'est absolument incroyable, c'est encore plus présent que les insectes sur Terre. C'est la plus grande biomasse animale présente sur Terre, les copépodes. Et pourtant, elle meurt. Et elle souffre, on va dire, elle peut souffrir dans certaines conditions, et donc faut faire attention. Les krills, il y en a beaucoup aussi, on parle de 600 millions de tonnes, donc c'est quand même assez incroyable. On est à 5 fois le volume des pêches mondiales. Donc mais bon, bah voilà, il y a des prélèvements qui sont importants, c'est pêché, on fait de l'huile de krill, on nourrit nos poissons avec du krill parce que c'est très riche en oméga 3. En fait, donc on arrive à pêcher du krill. Ah bah oui, bien sûr, oui. Malheureusement, oui, il y a des immenses chalutiers de krill qui existent. La Norvège concentre 70% des pêches de krill. Pour nourrir les fermes de saumon. Ouais, les fermes de saumon, et faire de l'huile de krill. Ils sont très très friands d'huile de krill, qui est extrêmement riche en EPA, DHA, donc qui permet au cerveau de fonctionner très bien, au vieillissement d'être retardé, etc. Bah, le krill, en fait, il concentre. C'est une courroie de transmission. En fait, les poissons ne peuvent pas manger des phytoplanctons, donc des planctons photosynthétiques qui sont extrêmement riches en oméga 3, en protéines, tout ça. Donc le krill va transformer ces planctons primaires en nutriments assimilables par les poissons, comme les copépodes. C'est des courroies de transmission qui permettent de relier l'un à l'autre, et tout ça, c'est très important, et il va falloir comprendre comment le régénérer. Voilà. Il y a un autre sujet qui est intéressant sur ce plancton, c'est aujourd'hui l'appropriation du savoir sur ces gènes planctoniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde, on le disait, une science en développement avec des potentiels faramineux. Et on a une société comme BASF, le leader chimiste allemand, leader allemand de la chimie, qui a déposé aujourd'hui 47% des brevets sur les gènes marins. Donc la moitié des brevets dans le monde sur les gènes marins ont été développés par une société qui est pas connue quand même pour ses vertus écologiques. Et c'est flippant. Et si on regarde États-Unis, Allemagne, Japon, c'est 75% des gènes marins, des licences sur les gènes marins déposées. Si on prend les 10 premiers pays, on est à 98%. Ça veut dire qu'il y a 165 pays qui n'ont déposé aucune licence sur les gènes marins. Donc ça veut dire que, alors qu'ils ont sûrement ces gènes dans leurs océans, et on imagine bien. Alors après, il faut des infrastructures, il faut du savoir, il faut des formations importantes pour caractériser ces gènes marins et les utiliser. Donc finalement, il y a peu de pays dans le monde, mais on est dans ce que moi j'ai envie d'appeler une forme de néocolonialisme de la science marine, en fait, où on est en train de s'approprier les licences pour être dans un modèle où on va revendre ces licences à des pays à terme. Donc le protocole de Nagoya, ou a fortiori le traité sur les hautes mers qui a été conclu de haute lutte récemment par l'ONU, espère résoudre ce problème, et c'est central évidemment dans les négociations de la COP biodiversité, mais moi je suis très inquiet par cette concentration de licences et de sur les gènes marins, qui aujourd'hui fait que quelques sociétés vont posséder, et si on regarde ce qui est possédé par le domaine public, les académiques, on est à moins de 10, aux environs de 10%.
Donc ça veut dire que 90% c'est des sociétés privées qui préemptent les gènes existants dans la mer. Ça, c'est un peu l'histoire de l'humanité, non, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, à la nôtre. Non, c'est beaucoup plus violent parce que une bonne partie des gènes, enfin, de l'histoire de la biologie a été faite avant le développement du capitalisme. Sûr. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très violent et très. Et puis. Il y a pas de frontière dans l'océan. C'est ça le truc, c'est que il était difficile de dire que la quinoa c'était je sais pas moi anglais. Maintenant dans le golfe de l'Est des Amériques. Non mais voilà, la quinoa c'est bolivien. Globalement, on peut pas tellement dire autre chose. Un plancton, il navigue, il va il fait le tour de la Terre. Donc dire qu'il est bolivien ou c'est celui qui le trouve en premier qu'il l'a. En fait, c'est ça le risque, c'est il est difficile de dire ah ouais non, ça a été trouvé à tel endroit, ça appartient à tel. Il y a pas de frontière dans l'océan, une grande partie de l'océan, 70% c'est de la haute mer, il y a aucune régulation, il y a aucune réglementation autour de ça. Donc c'est difficile de dire qui appartient à quoi, qu'est-ce qui appartient à qui en fait. Et donc il y a un grand risque à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est un problème que ce soit des entreprises privées, que si dans ce que je comprends, on a besoin de découvrir dans tous les cas, il y a besoin de capitaux pour découvrir, donc finalement, est-ce que c'est un problème que ce soit des entreprises privées qui le fassent? À la limite, ce serait pas forcément. Moi, je suis pour. C'est de mon côté français, mais je trouve que la recherche fondamentale, c'est bien quand elle est développée aussi par le public et avec des vues non capitalistes au début. Mais ce qui est gênant, encore une fois, c'est la concentration des pays. C'est-à-dire, c'est de se dire qu'il y a 10 pays développés, riches, qui ont les moyens de développer leur infrastructure et leur savoir au niveau des scientifiques, qui préemptent toutes les ressources marines aujourd'hui en fait et les potentiels génétiques de ces ressources marines. Et la France, elle fait partie de ces 10 pays? Elle fait partie de ces 10 pays, la France. D'accord. Ouais, tout à fait. On est bien placé. On est bien placé. On a un très très bon centre de compétences sur le plancton à Villefranche-sur-Mer, un laboratoire du CNRS qui est très connu. On a l'expédition Tara qui a été un fleuron pour la découverte du plancton, qui a vraiment formé une génération et qui a été visionnaire. Agnès B qui a financé ça. Et pour le coup. Et donc on a des belles choses. On a des beaux scientifiques. On a des beaux raconteurs d'histoire sur le plancton, Pierre Molot, Christian Sardet, qui sont des gens qui ont porté d'un certain âge aujourd'hui, mais qui ont porté vraiment le plancton là, et qu'on fait pas mal pour lui. Donc il y a des gens quand même, mais ça reste trop faible. Pourquoi on en entend si peu parler? Enfin, parce que là je t'écoute et moi je m'étais jamais vraiment intéressé au plancton, mais comme tous les gens qui écoutent Vlan savent que je m'intéresse à beaucoup de choses, donc du coup moi je vogue comme ça, comme le plancton. Tu dérives d'un sujet à l'autre. Tu peux remarquer dans la conversation par ailleurs, je dérive. Comment ça se fait qu'on en parle si peu? Mais parce qu'il est invisible. Ouais, l'invisible est essentiel à nos yeux, et l'essentiel est toujours invisible à nos yeux, disait Saint-Exupéry, et c'est terriblement vrai pour le plancton en fait. C'est-à-dire que on le voit pas, donc il n'existe pas. Et encore une fois, ça fait 10-20 ans qu'on commence à le comprendre, mais on est dans la recherche fondamentale, donc on n'est pas vraiment encore dans l'applicatif. Ça va venir vite d'ailleurs. Parce que en plus le fait qu'il soit produit très vite et qu'il se régénère très vite, ça veut dire qu'on va pouvoir le faire de la sélection génétique de façon très très efficace, très rapidement. Donc le potentiel est là, mais aujourd'hui on le connaît pas parce qu'il est invisible et donc on s'y est pas intéressé et il faut qu'il soit invisible. Et en plus il est magnifique. Quand vous regardez les dessins de plancton, les images de plancton, je vous invite à aller voir le livre Plancton de Christian Sardet, qui est un livre de photos de plancton. Il est magnifique et il a toutes les formes. Il a les coccolithophores, on dirait l'étoile de la mort dans Star Wars. C'est ceux qui ont créé les falaises d'Étretat en fait. Il faut savoir que les falaises d'Étretat ou les falaises de Douvres, c'est des cadavres de plancton en fait. Tu peux m'expliquer? En fait, le plancton, leurs cadavres, leurs carapaces se sont sédimentés dans les océans. Avec les mouvements tectoniques, ça a créé des falaises. Et les falaises d'Étretat ou les falaises de Douvres, ce sont des cadavres de plancton. Tout ce qui est calcaire, le calcaire, ça vient du plancton, ça vient des coccolithophores. Donc en fait, si le champagne, il a le goût qu'il a, c'est parce qu'il pousse, parce qu'à l'époque, le bassin parisien a été une mer, et donc il y avait beaucoup de coccolithophores qui ont rendu le bassin parisien et la Champagne notamment riche en plancton et donc en calcaire. Le Paris est bâti sur des cadavres de plancton aujourd'hui. Clairement, le Mont Blanc, il y a du plancton. Il est partout en fait. C'est ça. C'est compliqué. Il y a partout. Le plancton est. Enfin, comme il est à la base de la vie, oui. Il est forcément. Et on le voit encore une fois, ces craies qu'on utilisait à l'école, comme je le disais, c'est du calcaire, donc c'est des cadavres de petits planctons coccolithophores. Il est magnifique. Il est donc c'est les diatomées, on appelle ça les bijoux de l'océan. C'est absolument magnifique à voir. Il y a une variété de formes. C'est un côté artistique. On se dit que c'est un génie absolument fou qui a pu dessiner ça. Il y a des monstres inquiétants, il y a des Pokémon qui ont été décidés à partir de Crampton. Il y a Alien
Alien, c'est la phronime, c'est un microcrustacé en fait, Alien de Ridley Scott. Il a été inspiré par un microcrustacé qui, comme Alien d'ailleurs, dévore l'intérieur de ces d'autres organismes en fait, se met à l'intérieur d'autres organismes, donc qui se reproduit à l'intérieur, il va dévorer l'intérieur des gélatineux, etc. Et il ressemble vraiment à Alien, hein. Il a vraiment une tête d'Alien. Si vous regardez la tête de la phronime, vous verrez. Donc voilà, il a. Bon alors ça c'est pas très beau, mais il y a vraiment un paysage et un imaginaire qui est démentiel. Et c'est ça qui est critique. Et c'est ce que tu dis, c'est que le plancton est absent de l'imaginaire des enfants. On n'apprend pas à l'école. Aujourd'hui, on apprend 3 règnes végétal, champignon, animal. Et il y en a un 4e qui représente 75% des eucaryotes, donc des cellules avec un noyau. C'est les protistes. Les protistes, c'est des organismes planctoniques à une cellule. Personne n'en entend jamais parler, alors que il y a plus de la biomasse des protistes est bien plus grande que celle des animaux dans l'océan. Donc il y a des trucs de fou en fait. C'est absent de l'imaginaire des enfants et c'est aussi ça un peu le but de ce manifeste et de ce livre qui, j'espère, comme les algues, sera décliné en livre pour enfants et en BD, etc. C'est d'imprimer ce plancton dans l'imaginaire des enfants pour qu'ils comprennent à quel point c'est important et à quel point ça fait partie de ce grand tout dans lequel on vit en fait, et que si on comprend pas ça, on n'arrivera jamais à vivre en harmonie avec dans le monde dans lequel on est. Alors du coup, pour les gens qui nous écoutent, d'abord ils apprennent que ça existe, je pense. Enfin, en tout cas, pour la grande majorité, j'imagine que comme moi, ils sont là genre what the fuck, tu vois. Mais une fois que je sais, qu'est-ce que je peux faire? Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Alors déjà, si tu es jeune et que tu sais pas quoi faire de ta vie, tu peux rejoindre les rangs de la biologie marine qui a besoin de bras et de cerveau, des enfants surtout. Qui se posent des questions de quoi faire. Ah, ça, je n'arrête pas de le dire, mais on a un déficit de science colossal sur ces sujets-là et tout est encore à faire. Donc à ce niveau-là, c'est ça. Après, si vous êtes plus âgé déjà, s'y intéresser, en parler autour de soi, en devenir un ambassadeur. Il y a un manque de savoir, comme tu le dis, sur le sujet qui est dramatique à tous les niveaux. Voilà, le restaurateur qui va me donner à manger du plancton, la mère de famille qui va faire manger des microalgues à ses enfants pour leur expliquer à quel point c'est bon. À tous les niveaux, il y a des innovations qui pourront être faites. Se demander comment on peut imaginer que l'industrie du verre commence à réfléchir pour comprendre comment ces diatomées fabriquent du verre à 4 degrés au lieu de 1500 degrés. Ça serait pas une mauvaise idée. Voilà. Parce que ça consomme un peu de carbone. Là, ouais, un minimum, ouais. Mais à tous les niveaux, il y a des pigments dans le plancton qui pourraient créer des encres extrêmement intéressants et beaucoup moins chimiques que ceux qu'on utilise aujourd'hui. Il y a il y a des surfaces auto-nettoyantes à base de plancton qui pourraient être créées. Enfin, c'est encore une fois, c'est une infinité de solutions. Donc il faut juste essayer de le comprendre aujourd'hui chacun et développer cet imaginaire et comprendre pourquoi. Qu'est-ce que le plancton en fait, mais le plancton est invisible à nos yeux et c'est ça qui est dramatique. La seule initiative qui avait été prise, c'est Pif Gadget, qui en 71 avait distribué des œufs d'Artemia salinae, donc un type de plancton qui aime beaucoup le sel, pour qu'on les fasse éclore. Et ça a été le magazine de Pif Gadget le plus vendu de l'histoire de Pif Gadget. Et donc ils ont reproduit l'expérience 4 fois au cours des années 70. Mais depuis, il faut bien dire qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. Il y a des initiatives à Grenoble, on développe le Plankton Quest. Il y a des jeux sur smartphone qui c'est assez génial parce que en fait c'est un peu comme c'est Candy Crush le truc là où faut trier des bidules. Je joue pas beaucoup. Non, moi non plus. Mais apparemment c'est un jeu un peu proche de Candy Crush avec un plancton. Et en fait c'est assez génial parce que évidemment il y a des millions de photos, il faut les classer pour les scientifiques et ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a maintenant il y a des choses qui prennent automatiquement les photos du plancton. Et donc en fait c'est le jeu, c'est de classer ces photos. Et donc on a atteint des niveaux, etc. Et ça aide les scientifiques parce que ça leur permet d'avoir des échantillons de plancton classés avec des voilà. Enfin bon, il y a plein de choses à imaginer pour démocratiser le plancton et pour le connaître. Ça fait, il est omniprésent dans nos vies. Il est partout. Il est dans nos intestins. On est plancton. On vient du plancton. On vient tous du plancton. Nos ancêtres sont planctoniques. Donc, comprendre d'où on vient et surtout d'où on va, pour moi, c'est l'avenir. Et c'est le sous-titre du livre que je sors justement. C'est l'avenir du vivant. En fait, le manifeste du plancton, c'est pour l'avenir du vivant. C'est parce que ça doit définir ça a dessiné le passé. Ça a dessiné l'histoire de notre planète et ça doit dessiner son avenir. Et ça va, enfin dans tous les cas, dans ce que je t'écoute, je me dis, en fait, avec ou sans nous, mais en tout cas. Voilà, comprendre le microbien, ça va dessiner son avenir et le futur est planctonique.
Par où on démarre si on veut apprendre en lisant ton livre, qui n'est pas encore fini au moment où on enregistre. Au moment où on ouais, là il sera fini demain, pour être exact. Donc je n'ai plus qu'une journée pour le finir, mais il sort en mai, juste avant la grande conférence de l'ONU. Démarrer, il y a plein d'initiatives. Encore une fois, rechercher, voir, s'intéresser à ce que fait Tara. C'est vraiment très beau ce qu'ils font. Tara, c'est T-A-R-A. T-A-R-A, ouais, Tara, la fondation Tara, en fait, avec ses expéditions à travers le monde, la découverte du plancton, ça a vraiment porté une nouvelle génération. Lire les livres de Christian Sardet, de Pierre Molot, qu'on fait des choses, un manuel du plancton qui est très sympa. Et puis surtout, voir où en consommer, où promouvoir ses idées, en parler aux enfants. Il y a vraiment un déficit d'éducation et d'imaginaire, à mon avis, pour que la prochaine génération soit celle qui s'empare du sujet et permette de créer un monde vraiment régénératif, en fait, où on gère l'ensemble du process et pas seulement la partie visible. Est-ce que tu as des recettes de plancton? Des recettes de plancton. Je vous invite à aller consulter Angel Leon, et puis tous les sites de producteurs de spiruline et autres qui auront des. Mais après, il y en a qui mangent des méduses. Au Japon et encore en Chine, c'est un mets de choix, les méduses. Ah bon? Donc on peut tout imaginer après. On peut manger de la méduse. Ah ouais. T'as déjà mangé de la méduse? Oui, j'ai déjà mangé de la méduse. Ouais, en Chine. Ouais. On est obligé de trouver ça bon en plus et de s'extasier devant. C'est un peu comme le concombre de mer, c'est un peu dur, mais ouais, il y a des méduses qui se mangent. Ouais. On peut, donc voilà. Après, on est sur le krill, sur tout ce qui est, on utilise surtout le plancton pour nourrir les poissons, en fait, aujourd'hui, oui. les élevages de zooplancton. Mais tout est à faire, en fait. Tout est à faire, donc c'est une page blanche qui s'ouvre et c'est ça qui est intéressant. Et après, tu vas me dire, oui, mais on va faire les mêmes conneries qu'on a fait avec tout le reste. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, la question, c'est pas ce qu'on va cultiver, c'est comment on le cultive, en effet. Mais quand on part avec le plancton, on part de rien. Donc on va pas trouver de résistance. On va pas se retrouver avec des Monsanto ou des lobbies du blé ou du maïs qui vont vous dire non, on change rien, vous êtes gentils, mais on nourrit l'humanité, nous. Et puis accessoirement on fait un peu d'argent, donc arrêtez avec vos principes de bobo là. Donc voilà, là on peut démarrer quelque chose. D'ailleurs, la spiruline en France s'est développée dans une culture paysanne low cost, extrêmement artisanale. Il y a une culture paysanne de la spiruline qui est très bien. Alors, qui a ses limites, puisque aujourd'hui le problème c'est que 90% de la spiruline qu'on mange en France elle est importée, donc c'est le problème, c'est que les grands producteurs de spiruline c'est la Chine et l'Inde, mais en tout cas il y a dans l'idée une belle philosophie qui s'est mise en place. Mais dans ce que tu disais, la spiruline c'est facile à j'ai l'impression que suffit d'avoir un climatiseur qui fasse un peu chaud, tu peux en produire un peu partout. ouais, c'est ça. Après il faut qu'on maîtrise la production aussi. On débute, c'est tout, on est dans le tout début, et puis on sait pas encore la produire en milieu ouvert, donc dans l'océan. Donc ça c'est hyper limitant, parce que ça veut dire que ça peut être que dans des bassins sur terre. Donc on rentre en concurrence avec des cultures terrestres, avec des structures existantes, etc. Donc il faut être malin, en effet, il faut trouver des moyens de... Mais chez toi, tu peux faire de la spiruline, potentiellement. Il y en a plein qui font de la spiruline. Plutôt que d'avoir une piscine. Voilà, exactement. Tu remplaces la spiruline, ta piscine par de la spiruline et un milieu alcalin, du soleil. Et du coup, tu nourris tu nourris ta famille avec, et en plus la spiruline fraîche, c'est le top, quoi. Donc, j'aime manger de la spiruline. C'est super. Non, mais c'est hyper nutritif, en tout cas, c'est vraiment une... Et c'est nutritif aussi, la spiruline en poudre? Oui, c'est pas très très différent. Après, les intégristes vont la manger fraîche, mais bon, les deux sont très très bons, quoi. Sont très très bons, en tout cas. Est-ce qu'il y a un truc, du coup, en fait, ce qui est compliqué dans cette conversation, c'est que tout est à découvrir. Ouais. Et tu vois, j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a un truc que les gens doivent retenir, comprendre? En fait, c'est de savoir que... À quel point c'est important, à quel point ça, le rôle du plancton dans l'histoire de notre planète et dans l'écologie de notre planète, c'est essentiel qu'il maîtrise tous les cycles. Encore une fois, carbone, nitrate, phosphate, ça c'est important, et qu'il y a un champ d'innovation qui est infini, colossal, qui est colossal, et qu'on est au tout début de l'histoire surtout. On est vraiment au tout début de l'histoire, puisque encore une fois l'un des planctons les plus présents sur Terre, qui représente 5% de la production d'oxygène sur Terre, on l'a découvert en 86. Donc c'est hier, ouais. Et je te dis 97% des gènes on les connaît depuis 10 ou 20 ans. Donc on est au tout début de l'histoire elle démarre là, donc embarquons dedans et intéressons-nous au sujet. Ça va être on est c'est plein d'espoir, comme au 19e siècle, au début des grandes expéditions, au début de la botanie, au début de la biologie.
L'idée, c'est de comprendre la biologie planétaire, en fait. En fait, c'est des grandes expéditions vers l'invisible. C'est ça qui est ouf. Ouais, c'est ça qui est génial. Mais c'est ça. Et pour moi, le 21e siècle sera celui des grandes expéditions vers l'invisible, en fait, qui va nous permettre de comprendre cette biologie planétaire. Et c'est hyper intéressant parce que même quand tu parles, souvent, moi, j'entends parler d'invisible quand on parle des relations humaines. Tu vois, c'est-à-dire que on dit, en fait, la majorité de la communication, elle est invisible. L'invisible, qu'est-ce que ça t'évoque? Du coup, souvent, on dit, tu vois, la manière dont la personne bouge, la manière dont ses yeux, tout. Et en fait, c'est des choses qui Et d'ailleurs, dans le leadership, tu vois, qui est un sujet auquel je m'intéresse, souvent, on n'arrive pas à qualifier l'invisible parce que par définition, il est invisible. Et donc, il y a tout ce pan, même quand on parle de soft skills, tout ça, c'est de l'invisible, entre guillemets. Et là, en fait, ce que tu dis, et c'est hyper intéressant, ça a fait énormément écho, c'est de se dire, en fait, il y a tout un pan d'invisible aussi dans la science. Mais oui, évidemment. Et dans la biologie, quoi. Exactement. Tu sais que, là, on s'éloigne un peu du sujet du plancton, mais là, j'avais lu des études intéressantes sur le microbiote et la nécessité d'échanger des microbes et des bactéries pour l'équilibre microbien, et que finalement, ce French kiss, qui n'a rien de français, qui existe dans 90% des cultures, il est aussi mu par la nécessité de s'échanger des microbes. Oui, parce qu'en fait, tu t'échanges ton microbiote. Voilà, tu t'échanges des microbiotes. Et donc, vaut mieux choisir ton partenaire avec un bon microbiote. C'est peut-être même tes bactéries qui choisissent ton partenaire. Parce que ils pressentent que tu penses c'est ce que les Hollandais avaient l'air de dire apparemment, que c'est un choix du microbiote. Il y a des c'est vrai qu'il y a des parasites chez le chat qui, quand ils sont éjectés par les voies naturelles, sont mangés par les rats et vont réduire la peur du chat chez le rat. Parce qu'en fait, comme ça, le rat il va se faire manger par le chat et le parasite retourne là où il veut être voilà. Donc voilà, tout ça ça des descendants planctoniques. Donc mais il y a sans doute, en effet, comme tu le dis, de toute façon, mais ça rejoint la théorie Gaïa où tout est Haeckel, le grand scientifique du plancton, disait que l'âme et la conscience et la biologie, c'est la même chose, en fait, et que la biologie, c'est de l'art, etc. Et que tout est relié à un grand tout. Donc sans doute que oui, et là on est sur de la biologie, mais c'est la première étape sans doute avant de comprendre le niveau au-dessus, qui va être en effet ce qui se passe dans notre cerveau et dans les... Totalement ouf. Parce qu'en fait, cette dernière étape là, de se dire, attends, tu t'embrasses, c'est des planctons à l'intérieur de toi qui choisissent ton partenaire ou ta partenaire. Tes bactéries. Non, pas ça. Mais en tout cas, voilà, il y a un ensemble de choses à découvrir sur le plancton qui est fascinant. Et il y a des très belles histoires, et tu parlais d'espoir, et moi je commence le livre en rappelant l'histoire d'Alain Bompard. Je sais pas si tu connais, c'était un médecin, Alain Bompard, qui avait assisté à un naufrage quand il était jeune. Ça l'avait beaucoup traumatisé. Il avait vu des naufragés dans les bateaux de sauvetage qui étaient arrivés morts, et il s'était dit, mais pourquoi ils meurent, ces naufragés? Et il avait dit, il y a 3 solutions, médicalement. Au bout de 3 heures, on meurt de froid. Au bout de 3 jours, on meurt de soif, si on boit pas. Et au bout de 3 semaines, on meurt de faim. Or, tous les naufragés meurent entre 1 et 2 jours. Donc, ça correspond à aucune de ces morts. Donc, il y a autre chose. Et il découvre aussi que les enfants, ils meurent pas autant que les adultes. Et en faisant des études, il comprend qu'en fait, on meurt d'effroi dans un bateau, dans un canot pneumatique. On meurt de peur. Et donc, il dit, pour prouver qu'on peut survivre, il faut que j'aille sur l'eau et que je vais rester 70 jours dans mon bateau, et je vais prouver qu'on peut survivre dans un canot de sauvetage. Comme ça, les gens ils se diront, non, c'est bon, on peut survivre. Donc, c'est une histoire absolument démente. Il va le faire. Il va se laisser dériver. Il va traverser tout l'Atlantique dans des conditions démentes, dantesques. Et en fait, le secret qui va lui permettre de réussir ça, c'est qu'il va emporter un filet à plancton, et donc qui va filtrer du plancton à longueur de journée pour se nourrir, en fait. Alors c'est dégueu, il va arriver très malade par ailleurs. Enfin, le faites pas chez vous, mais parce qu'il va bouffer des copépodes de copépodes à longueur de journée, mais ce qui va lui fournir des vitamines et etc. Et donc cette histoire est intéressante parce que et évidemment il va inspirer des milliers de personnes qui tout au long de sa vie lui enverront des lettres. Moi j'étais naufragé, j'ai survécu parce que j'ai pensé à toi. Il est devenu très connu. Il a écrit le livre Naufragé volontaire, qui a fait un best-seller. Il a fait de la politique, etc. Il était très connu dans les années 50, et il a inspiré beaucoup de gens. Il y avait des milliers de personnes qui mouraient dans les naufrages, dans les canots de sauvetage. Et d'ailleurs les canots de sauvetage s'appellent des Bompards aujourd'hui. Il a donné son nom à certains canots de sauvetage. Et donc il a utilisé le plancton comme une source d'innovation et d'espoir. Et c'est sans doute ça qu'il faut retenir, c'est que ce plancton qu'on connaît pas, lui il l'a utilisé comme ça, une source d'innovation et d'espoir qui permet de faire des choses qu'on pensait impossibles.
et de maintenir l'espoir pour maintenir la vie. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui où on a un discours qui est sans doute beaucoup trop négatif, même s'il faut être conscient des dangers, des risques et des enjeux. Mais on peut pas être dans le négativisme. Il faut être dans le positivisme. Il faut se dire qu'on va y arriver parce que sinon on va décourager cette génération qui vient. Ouais. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver. Génial. Merci beaucoup, Vincent. Eh ben, de rien. Alors, le podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ah oui. Eh ouais, pardon, t'es arrivé avec ta valise, ta guitare, on n'a pas eu le temps de Je veux claquer la porte à l'ignorance et à la méconnaissance du plancton, en fait. Je voudrais ouvrir la porte sur ce monde invisible qui est tellement beau et tellement méconnu et qui mérite tellement d'être découvert, en fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.